Bonjour à tous et on a le plaisir de recevoir ce matin Alain Bauer. Bonjour à vous. Bonjour. Professeur au CNAM, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement, auteur de Espionnage pour les nuls aux éditions First. Beaucoup de nuls en matière, parce que bon, ça reste un métier très fantasmé. D'ailleurs, quel est le bon profil pour être finalement, pour se porter candidat à l'espionnage? Vous seriez un parfait profil. Oui, mais encore, non, sérieux. Alors, une bonne capacité à regarder ce qui se passe. Ne pas systématiquement chercher à comprendre ce qui se passe, puisqu'il y a plusieurs niveaux dans le renseignement. Il y a la collecte de la donnée, le Dyson du renseignement, on aspire et on prend tout. Il y a l'analyse de la donnée, ça c'est un travail très particulier, très spécifique. Et ensuite, il y a l'action. L'action, c'est une autre activité encore plus. Alors, vous avez parfois des génies qui n'existent que dans les films. James Bond est capable de tout faire tout seul. Ça n'est jamais arrivé, je pense, dans la réalité, mais ça fait plaisir. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour créer un service de renseignement, une fois dans ma vie, à New York pour l'antiterrorisme. Donc, un service de renseignement qui s'occupait du contre-espionnage. Voilà, il y a 3 cultures, 3 métiers, collecte, analyse, action. 3 cultures, espionnage, contre-espionnage et antiterrorisme. Voilà. Et la première de ces cultures, c'est on prend tout et il n'y a pas de question de temps. La deuxième, c'est tout est long et on ne partage rien car tout est secret. La troisième, c'est tout est court, tout est rapide et tout est partage. Ah, la troisième phase. Et, oui. Et malheureusement, le même service, en général, le même service fait les 2 actions. C'est-à-dire temps long, temps court et secret partage, ça marche donc pas très très bien. À New York, comme ils n'avaient pas de contre-espionnage, ils ont créé l'antiterrorisme et ça a permis de comprendre pourquoi il fallait mixer les choses, avoir des civils et des uniformes, des temps longs et des temps courts, des opérationnels et des conceptuels, ce qui a donné d'excellents résultats pour l'antiterrorisme, ce que la France a fait après 2015. Donc il a fallu 14 ans pour adapter en France un dispositif américain, mais même le FBI a mis 20 ans à comprendre ce que le New York avait fait. Mais pour revenir sur les candidats espions... il faut tout ça. Il faut des collecteurs, des gens qui savent vous faire parler, vous mettre en confiance, des analystes, des gens qui savent en faire quelque chose, et des opérationnels, des gens qui savent régler les problèmes. Et vous dites dont aux on parle le moins d'ailleurs. Qui nous entendent, ou leurs parents, allez-y. Allez-y, on recrute. Tout le monde recrute. Les services recrutent, les formations, puisqu'on peut être formé à l'analyse et à la capacité en cyber. C'est le rôle du Conservatoire des arts et métiers, qui est un des rares pôles en France dont je peux parler. Il n'est pas secret, ce n'est pas un pôle interne au service, c'est un pôle qui permet de former des gens qui travaillent autant pour le secteur public et parfois aussi pour le secteur privé. Et donc, allez-y. Mon métier, c'est la sécurité, la défense et le renseignement. Ça, c'est votre autoportrait, si je puis dire, en termes professionnels. Alors, précisément, on va parler de l'affaire du Stade de France, parce qu'on a appris que quelques jours avant ce fameux match, qui a mal tourné, en tout cas à l'extérieur, samedi, le ministère de l'Intérieur avait reçu une note du renseignement le prévenant qu'il pourrait y avoir une fraude massive aux faux billets de la part de supporters anglais. Il était même précisé que certains pourront tenter de pénétrer par ruse, entre guillemets, dans le stade. Bref, cette note, elle existe, elle prévient, elle n'est pas prise en compte. Alors, c'est toujours compliqué, hein. Une note, ça prévoit des choses qui n'arrivent pas toujours. Et l'opérateur final, il est censé s'adapter à ce que dit la note, parmi d'autres sources de renseignement. Vous noterez que dans cette affaire, le renseignement préventif a parfaitement fonctionné. Ça n'arrive pas toujours, mais il faut le signaler. Oui. Enfin, si le deuxième élément, c'est que la note disait il y a des faux billets, il y a des sans billets. Et en fait, il y a un grand mélange entre les faux billets et les sans billets. Car faux billets et sans billets, ça faisait 40 000 personnes. Ce qui est vrai. C'est vrai? Ah oui. Ça, c'est le faux chiffre. Billets et sans billets. Le problème, c'est que c'est devenu... Non, mais c'est le chiffre reconnu. Il y avait 35 000 personnes sans billets dans les fan zones. Mais attendez, c'est dans les fan zones. Mais oui, le problème, c'est... Oui, mais justement, c'est le moment où l'interprétation politique d'une note technique part en vrille. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y aura des faux billets et des sans billets, ils étaient effectivement là, puisque le calcul du nombre de gens qui ont passé la frontière en bus, en train, en avion, ou je ne sais pas comment, à pied, correspond au chiffre qui est donné. 20 000 avec billets, 40 000 sans billets, dont un certain nombre, petits, avec des faux billets, dus à la papeterie, à la billetterie papier, et pas à la billetterie électronique. C'est un choix qu'a fait Liverpool et l'UEFA. C'est leur choix. Mais globalement, les 40 000 étaient bien là. Ils n'étaient pas au Stade de France. Pas tous. Ça, non. Puisque un très grand nombre était dans les 2 fan zones, une grande et une moins grande. D'ailleurs, vu la quantité de déchets récupérés par la ville de Paris le lendemain, on peut considérer qu'effectivement, ils étaient très, très nombreux dans la fan zone. Et tout le monde est d'accord sur le chiffre de la fan zone, d'ailleurs, en disant qu'il y avait entre 30 et 35 000 personnes. Donc, ils étaient bien quelque part. La deuxième partie, c'est la capacité d'anticipation sur
où est-ce que ça va se passer? La logique a été, on va lutter contre les hooligans, c'est-à-dire les casseurs et les destructeurs, qui n'étaient pas là. Et donc là, on a bien vu le chiffre en gros, mais pas la décomposition fine. La collecte était excellente, l'analyse était défaillante. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Ouais. Donc la collecte était bien, on savait qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient là, etc. Mais en fait, au Stade de France, les Anglais, et vous pouvez voir les films, etc., ont été d'une rare sagesse. Ils ont été victimes des exactions, ils n'en ont pas été les auteurs. Quelques-uns avaient des faux billets, sans le savoir ou en le sachant, parce qu'il y a aussi des victimes des faux billets. La fausse billetterie, ça crée aussi des victimes. C'est comme quand vous achetez un ticket pour aller à un spectacle parce que vous ne l'avez pas eu, que ça coûte 3 fois plus cher, et qu'à la rentrée, on vous dit « Ah ben non, monsieur, la place Z32, il y a déjà quelqu'un, et lui, il a un vrai billet. » Vous êtes une victime de la fausse billetterie. Il n'y a pas que des faussaires dans cette affaire. Il y a aussi des vraies victimes, qui évidemment sont un peu ennuyées. Et si vous passez le faux billet avant le vrai billet, quand le vrai billet arrive, on considère qu'il est déjà passé, et donc là, vous argumentez avec détermination, donc vous bloquez la file de passage. Tous ces éléments-là qui étaient anticipés par la note du renseignement ne l'a pas été par l'organisation. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'organisateurs. Il y a l'organisateur fêtier, chapeau, la plateforme, l'UEFA. Il y a l'organisateur délégué, la Fédération française de football. Il y a l'organisateur Stade de France. Il y a l'organisateur police. Il y a l'organisateur transport. Ça, c'est toujours la même chose. Ah non. Pour un match de l'UEFA. Ça marche beaucoup mieux au Parc de Princes qu'au Stade de France. Surtout quand vous avez une grève du RERD. Qui s'ajoute. Une impossibilité de transiter entre le B et le D, sauf par un tout petit couloir extrêmement dangereux, en général, encore plus quand vous avez une foule, et que vous n'avez pas assez de personnel mis à disposition pour faire des pré-contrôles, des filtrages et de la communication, du transit, vers les autres portes qui par ailleurs étaient ouvertes et qui, elles, n'étaient pas bondées. Donc c'est un cumul, comme toujours, une catastrophe, c'est un cumul de petites erreurs. C'est rarement un énorme truc, gros comme le nez au milieu de figure. Tout était connu avant, on savait tout, qu'il y aurait la grève, qu'il y aurait des faux billets, qu'il y aurait des sans billets, qu'il y aurait beaucoup plus de supporters de Liverpool que d'Espagnols, parce que c'est leur tradition. Les Espagnols sont tous abonnés. À Liverpool, il y a toujours des gens autour du stade en même temps qu'il y en a dans le stade, y compris pour des matchs de la Champions League. Donc tout ceci était connu, mais il n'y a pas eu d'adaptation parce qu'il n'y a pas de chef unique. D'accord. Alors, il y a un seul chef unique, c'est quand il y a la crise. Je reprends ma question. C'est pas la première fois qu'il y a un match de l'UEFA au Stade de France, avec forcément la Fédération française de foot qui est aussi impliquée, plus le ministère de l'Intérieur. La seule chose qui peut-être peut varier, c'est la grève, mais on ne va pas tout mettre sur le dos de la grève. Et la billetterie. Et la billetterie. Papier. Et la billetterie papier, en effet. Alors, première question. Quand Gérald Darmanin martèle que c'est la faute à, pardon pour l'expression, 30 à 40 000 faux billets ou absence de billets, il ment, il déforme la réalité, car ils n'étaient pas tous, vous l'avez dit, au Stade de France. Alors, il y a deux éléments. Il y en avait effectivement 40 000, voire peut-être même un peu plus, mais ils n'étaient pas tous au Stade de France. Et donc, il ne dit pas la réalité du Stade de France. Ah bah, il présente ce qu'il sait au moment où il le sait. Je pense qu'on va l'entendre au Sénat, puisque vous avez vu qu'il y a des évolutions tendancielles depuis quelques jours, sur des précisions plus importantes sur l'intervention. Moi, ce que je lui reproche, lui, au gouvernement, c'est d'avoir commencé à donner les résultats d'une enquête avant qu'elle ait commencé. C'est toujours un désastre de communication. Ça se retourne toujours contre ceux qui jouent à ça. Il a eu tort. Certains disent qu'il aurait même dû commencer par s'excuser. Alors, s'excuser, je ne sais pas. Ça, c'est un sujet... On s'excuse quand on se sent en faute. Peut-être pourrait-il pu excuser au nom de la France la mauvaise qualité de l'accueil fait aux supporters en général et pas seulement anglais d'ailleurs, parce qu'un certain nombre d'Espagnols se sont plaints aussi pour des questions plus d'insécurité et de tentatives d'agression, y compris à l'intérieur du métro. Mais c'est un autre sujet. Non, je pense que la réalité, c'est de commencer par dire que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on se trompe, on se trompe. Et quand on commence une enquête, on dit qu'on commence une enquête, on ne donne pas les résultats avant qu'elle ait commencé. Mais ça, c'est un drame politique français. Il n'y a que les Français qui font ça. C'est un défaut de modestie caractérisé. On devrait commencer par dire de l'arrogance de notre classe politique. Vous dites la globale. Non, mais je veux dire, c'est pas un sujet individuel. Vous seriez... alors, tout à l'heure, 17h, effectivement, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports vont répondre aux questions des sénateurs. Quelles questions, vous auriez envie de poser au ministère de l'Intérieur? Au ministre de l'Intérieur, si vous étiez sénateur. Quelle bonne question. Je ne le suis pas, mais si le Sénat m'auditionnait, ce qui lui arrive de temps en temps sur d'autres affaires, pour avoir un point de vue, entre guillemets, expert et extérieur. Je ne suis pas le conseil du gouvernement, ni de l'UEFA, ni de la... Enfin, je suis
tout à fait extérieur. Mais je dirais d'abord, je vais commencer par faire une enquête. Qu'est-ce qu'on savait? Pourquoi on le savait? Quels ont été les défauts des choix d'organisation? Quel est le poids qui a été celui du ministère de l'Intérieur? Je prends un exemple, parce que j'en ai parlé de manière extrêmement brutale. La cérémonie d'ouverture des JO de 2024 est un désastre annoncé, une catastrophe criminelle annoncée. Ce n'est pas la préfecture de police ou le ministère de l'Intérieur qui sont fautifs, c'est le comité d'organisation des Jeux et la mairie de Paris. Attendez, pourquoi vous assénez ça? Parce que, je le dis, une ouverture sur la Seine, sur 12 km, incontrôlable, insécurisable, en prenant en compte la problématique des drones, qui n'est pas nouvelle et dont on reparlera peut-être tout à l'heure, c'est un désastre conceptuel, intellectuel. C'est une folie furieuse. À cause de l'amplitude 12 km, le long de la Seine. Si quelqu'un sait sécuriser 12 km le long de la Seine avec une ouverture en bateau, pour avoir en plus des gens qui sont compressés, des gens qui pourraient être noyés, il faut me les présenter. Et quand vous dites catastrophe, en termes de quoi? En termes de sécurité, de présentation. Ce qui nous est annoncé de ce dispositif est une catastrophe annoncée. Donc je profite sur la cérémonie. Vous en profitez pour le dire. Je le dis 4 ans avant, c'est pour que ça soit bien noté une bonne fois pour toutes. Voilà, tel que c'est présenté aujourd'hui. 4 ans avant, 2 ans après, les 4 ans, c'est dans 2 ans. Hein, oui. C'est pareil, ça n'a pas changé. On viendra le lendemain de la cérémonie. Dans son pays. Ah ben j'espère avoir totalement tort. Oui, je dis tel que c'est aujourd'hui, et malgré l'opposition du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police de Paris, ceci a été imposé par l'organisateur, le comité d'organisation et la ville de Paris. Je dirais même plus la ville de Paris que le comité d'organisation, pour être honnête. Pour revenir et conclure, quelles leçons... Mais c'est pour donner un exemple du fait que même quand on sait, même quand on dit, même quand on écoute, la pulsion irrésistible à faire des trucs qui n'ont aucun sens pour de la com et de l'emballage est un sujet très difficilement gérable dans la vie politique en général et dans la vie sportive en particulier. Il y a un compte à rebours quand même pour la cérémonie d'ouverture. Donc on retient l'extrait. C'est fait. Encore, pour conclure, quelles leçons tirez-vous de ce qui s'est passé samedi? Quelles leçons devons-nous tirer? C'était un crash test qui s'est transformé en crash. Alors, comme toujours, on va apprendre des leçons. On fait toujours très bien après. La France est jamais proactive, toujours un peu réactive. Retard, non, mais on a fait ça. L'incendie de l'ambassade de Vienne a permis de créer les sapeurs-pompiers. L'incendie du 5-7 a permis la réglementation dans les dancing. L'accident du Mont Blanc a permis la réglementation. Et donc là, avant, on ne le fait jamais. Après, on s'en occupe toujours. Donc, il y aura probablement, et avec de grandes chances, de grandes améliorations qui seront faites, notamment pour la coordination et l'organisation autour d'un responsable unique ayant une compétence généralisée entre l'organisateur extérieur, l'UEFA, le consortium Stade de France, le préfet du n'importe quel autre stade, d'ailleurs, ça valable aussi pour le Parc des Princes. Vous noterez que ça marche beaucoup mieux au Parc des Princes. Il est moins grand ? Non, c'est pas le sujet. Il peut y avoir toujours, mais il y a un stade résident. Il y a eu une volonté très forte de M. Leproux, quand il était patron du PSG, de nettoyer le stade pour en refaire un espace familial. Ce sont des choix, de la détermination. Erreur de commandement. Il faut un commandement unique dans ce type d'opération et ne pas avoir des... Et en plus, une grève RATP qui va se reproduire puisque les syndicats estiment que c'est une grande réussite quant à eux. Leur point de vue social, la grève, c'est disruptif. Ils ont disrupté. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas une disruption, c'est une guerre. 97e jour en Ukraine. Svierodonetsk, grande ville du Donbass, c'est aux mains des Russes. On l'annonce, c'est fait. Il y a une dizaine de jours, le gouverneur ukrainien local avait dit « Oui, on va perdre Svierodonetsk, mais on va avoir des livraisons d'armes et notre résistance va permettre de reprendre la ville en juin. » Est-ce que c'est une façon de maintenir le moral des troupes, ce qu'on peut comprendre, ou est-ce que c'est une réalité qui peut se produire dans les semaines qui viennent? Alors, dans un premier temps, on a pensé que cette grève, ce serait l'Afghanistan, puis le Vietnam, et là, c'est Verdun. Donc on a un problème par rapport à la guerre, c'est que la guerre, ça change tout le temps. Tout le monde a l'impression que la guerre, il y a quelqu'un qui a écrit un plan de guerre qui va de la page 1 à la page 364 et que linéairement, on suit le plan. C'est pas vrai. Dès qu'il se passe quelque chose, on change. La stratégie évolue. Les commentateurs suivent la stratégie et évoluent eux-mêmes dans leurs commentaires. Moi, je dis, ça va être une guerre de longue intensité et pas seulement de haute intensité. Ça va être une guerre longue, c'est une sale guerre et une guerre sale. Et en la matière, on est parti pour 10 ou 20 ans d'un processus très compliqué qui va produire rapidement un cessez-le-feu par épuisement des forces. Rapidement. Parce que les Russes, vous pensez qu'ils sont dans un état d'esprit de cessez-le-feu rapide? Non, ils sont dans un état où la négociation devient possible parce qu'enfin, ils ont regagné quelque chose. Et les Ukrainiens sont en train d'essayer de gagner Kherson pour regagner quelque chose, chacun arrivant à une table de négociation, non pas pour la paix, c'est impossible, mais pour un cessez-le-feu. Je précise d'ailleurs que ça ne fait pas 97 jours qu'il y a la guerre, ça fait 8 ans et 97 jours. Mais tout le monde oublie qu'elle a commencé en 2014 et qu'elle ne s'est pas arrêtée. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elle n'existe pas. Mais cette guerre au jour le jour, c'est 97. Mais juste, c'est intéressant ce que vous dites. Poutine, là, a cette
cette conquête, cette grande conquête qui lui permet d'avoir un avantage dans le rapport de force. Et donc, Poutine, il a dit, j'ai 2 objectifs de guerre. Une victoire symbolique et stratégique, c'était Mariupol, c'est fait. Ouais. Ça a été très coûteux pour l'armée ukrainienne. Hein. C'était absolument indispensable pour fixer les Russes et lui permettre de regagner de l'espace à Kharkiv, Kharkov, etc. Mais ça a coûté 3200 hommes qui sont prisonniers aujourd'hui, dont nul ne sait exactement ce qu'ils sont en train de devenir. C'est quand même 5 ou 6 brigades, c'est pas rien cette affaire. Puis des gens aguerris qui étaient en guerre depuis 2014. Ils sont en train, en contrepartie, de gagner Kherson, de regagner Kherson, qui est la plus grande ville que les Russes avaient prise jusqu'à présent et qui permet de protéger Odessa. Ils ont une descente de Kharkiv-Kharkov vers le sud qui se fait millimétriquement. Donc c'est vraiment Verdun, hein, c'est 15 mètres, 30 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 1 kilomètre. Et puis il y a ce processus qui est la logique de Poutine, Mariupol et tout le Donbass. Tout le Donbass, il en avait 30% avant. Il en est à 90%, il reste 10%. C'est le moment où il peut dire mes buts de guerre ont été achevés. Et donc, je peux discuter sur un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, on arrête les combats, on n'est pas encore dans la paix. On arrête les combats avec plein d'escarmouches. Il n'y a jamais d'arrêt des combats avec les Russes. Et donc, ça peut durer 10 ans. Combats, ça les continue. Escarmouches, ça peut, vous disiez tout à l'heure 10-20 ans. Oui, bien sûr. Mais quand vous dites 10-20 ans, Limboer, c'est donc un cessez-le-feu avec des escarmouches qui s'étalent sur des années, donc on n'en sort pas. Comme ce qui se produit depuis 2014 et dont personne ne parlait avant. Voilà. Où est-ce que vous dites on va trouver un statu quo, ou un modus vivendi territorial, mais le Donbass, la Crimée et d'autres territoires la Crimée tout à fait à part. La Crimée est arrivée dans l'Ukraine en 1954 par une décision autocratique. On oublie la Crimée. Khrouchtchev, et je pense que clairement, y compris les Ukrainiens eux-mêmes, il n'y a aucun mouvement militaire autour, vers ou en Crimée, malgré quelques départs de missiles russes. Il y a un problème de gestion de la mer Noire qui est réel. La mer d'Azov est privatisée. C'était l'objectif de guerre initial. Vous savez, quand on a dit au début, l'objectif de guerre, c'est la privatisation de la mer d'Azov et le Donbass, je ne crois pas que Poutine interviendra vers Kiev. J'ai eu tort. Enfin, j'ai eu raison et tort. J'ai eu raison en bas, mais j'ai eu tort sur le début. Il faut assumer quand on a tort. Là, je pense qu'une fois qu'il aura atteint ses objectifs de guerre tels qu'ils ont été exprimés dès le début, il pourra dire « Écoutez, les gars, on fait un cessez-le-feu, mais il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Les Ukrainiens n'accepteront jamais la perte du Donbass. Et donc, il y aura des escarmouches, des difficultés, des complications. Et l'arrivée du M142 américain, qui est une orgue de Staline... Vous parlez de ce qu'a annoncé Joe Biden hier dans le New York Times, c'est-à-dire un lance-roquette, la fourniture d'une nouvelle arme qui permet... un lance-roquette multiple. Une portée de 80 km environ. C'est un lance-roquette multiple. C'est une orgue de Staline modernisée, pour ceux qui ont une vision des vieux films des années 50. Oui. Et donc, cet outil est formidablement puissant. Est-ce que c'est décisif pour la résistance ukrainienne de livrer c'est décisif pour une offensive ukrainienne. Pour donc, la résistance, vous vous mettez aux abris et vous attendez que ça tombe, ce qui a été le cas de Azovstal. Mais est-ce que c'est décisif pour reprendre Zvirodonetsk, par exemple? C'est décisif pour faire reculer les fortifications russes. Les Russes se sont enterrés, littéralement. C'est Verdun. Et donc, c'est le problème de Verdun. C'est qu'à un moment ou un autre, il faut bousculer l'adversaire, faire une brèche suffisante pour y arriver. Et donc là, l'artillerie est l'élément essentiel. En fait, ce que les Ukrainiens ont démontré, c'est que le retour du fantassin et du drone avait tout changé dans la phase 1 de la guerre. Ils ont détruit la vieille logique de l'armée de chars qui arrivait en Centre-Europe, qui était la vieille doctrine militaire, y compris la nôtre d'ailleurs. C'est fini. Ça, c'est terminé. On est désormais dans le fantassin amélioré et le drone. La deuxième logique, c'est la victoire de l'artillerie pour le pilonnage et la concentration et éviter la contre-offensive. Et donc là, il faut artillerie contre artillerie. Et puis ensuite, il y a le contrôle de l'espace aérien que les Ukrainiens ont reconquis partiellement. Il y a de moins d'avions russes. Par contre, ce qu'il leur reste, c'est les missiles tirés de plus en plus loin et qui tombent à peu près n'importe où. Petite leçon de guerre. Zvirodonetsk est une ville détruite à 90%, comme l'a été Mariupol. Pour que les Ukrainiens reprennent ce type de ville, c'est pas de l'artillerie, tout est détruit. C'est quoi pour l'artillerie, ça détruit les militaires. Dans une ville où il n'y a plus de civils, il reste des militaires. Il faut tuer tous les militaires russes qui ont pris position dans ces villes. Ou les bombarder suffisamment pour qu'ils se retirent, ce qui est arrivé au nord. Et ça, les lance-roquettes, c'est une arme pour reconquérir ce type de ville. Ça fait partie d'un enjeu. La stratégie militaire, c'est il faut un peu de tout. Tout le monde se focalise tout d'un coup sur il n'y a plus que les drones. Non, il y a les fantassins, les drones, l'artillerie. Par contre, le vrai perdant de cette affaire, c'est les chars en partie et c'est la supériorité aérienne
classique, puisqu'il y a encore 2 jours, un chasseur russe s'est fait abattre par un chasseur ukrainien, parce qu'il y a encore une chasse ukrainienne et que la maîtrise du ciel n'est pas réelle. La maîtrise des missiles est réelle, le contrôle de la mer d'Azov et en partie de la mer Noire est une réalité, et d'ailleurs le contrôle de la mer Noire est un sujet et un enjeu dont a parlé il y a quelques jours le président de la République, mais qui se discute surtout avec M. Erdogan, beaucoup plus qu'avec n'importe qui d'autre. Notamment pour l'alimentation mondiale. Notamment pour l'alimentation mondiale, mais aussi pour le fait de rouvrir les détroits et permettre à une flotte d'interposition parce que ça peut exister aussi. Un truc qui dit aux Russes, vous reculez, et puis là il y a un chenal international qui garantit le libre accès des ports de ça. Poutine est aussi un peu décisif. Oui, bien sûr, mais si vous le poussez. C'est un enjeu de bras de fer. Là. Ça n'est pas à lui, la mer Noire. Elle ne lui appartient pas. La mer d'Azov, oui. Il l'a privatisée. La mer Noire, non. Alain Bauer, donc vous disiez ça va durer 10, 20 ans, cette guerre, avec un cessez-le-feu qui peut intervenir, à votre avis, assez rapidement, maintenant que Poutine a conquis suffisamment de terrain pour pouvoir dire à sa population l'opération est réussie. Et oui, il faut aussi que les Ukrainiens regagnent quelque chose, Kherson par exemple, pour permettre un équilibre de la négociation. Et d'ailleurs, vous noterez que le président Zelensky dit toujours, et à la fin, la diplomatie doit permettre de discuter quelque chose et il y aura une négociation. Mais vous dites aussi, les Ukrainiens ne lâcheront jamais. Rien. Le Donbass, les 70% que Poutine a repris, en plus des 30% qu'il avait déjà. Et donc... Jamais. Et donc, c'est une guerre longue, qui peut être une guerre froide ou une paix chaude, c'est comme on veut. Vos interlocuteurs ukrainiens, parce que vous avez des contacts avec les Ukrainiens, dans quel état d'esprit sont-ils ce matin ? Épuisés, fatigués et déterminés. C'est-à-dire qu'ils sont dans la logique de Verdun. C'est long, c'est dur, c'est difficile, c'est coûteux, c'est humainement du sang et des larmes au sens churchillien du terme. Mais à la fin, on gagnera. Merci beaucoup Alain Bauer d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Bonne journée à vous.